Frostburn. Je pensais pas acheter ce livre. Son prix est élevé et mes lectures à son sujet me disaient rien qui vaille. Mais je me suis laissé tenter par le diable de la surconsommation et me voilà avec entre les mains une drôle de créature. Mais avant toute chose, le produit. Frostburn appartient à une collection de livres qui traite des possibilités d'aventure dans des éléments extrêmes. En plus de Frostburn, qui s'attarde aux conditions hivernales, Wizard of the Coast a publié 4 autres livres qui traitent d'environnements spécifiques. Il y a Sandstorm pour les déserts, Stormwrack pour les aventures en haute mer, Cityscape pour les aventures en ville et en dernier lieu Dungeonscape pour les aventures dans les donjons. Le chapitre 1, c'est un calque sur le guide du maître concernant la description d'environnement. Les auteurs nous proposent la description des conditions météorologiques naturelles, le vent, la neige, la tempête, l'eau, comment toutes ces conditions affectent les personnages dans leurs déplacements, dans leurs combats, dans l'utilisation de leurs compétences, les périls du terrain, les crevasses, la glace qui se rompt sous le poids d'un personnage, les plaines glacées, les montagnes, les plateaux. Ensuite viennent les périls magiques, le lichen dévoreur de chaleur, c'est une plante vraiment cool, les vents magiques ou encore les tempêtes magiques créées par des magiciens puissants ou fous, les poisons de l'hiver rigoureux et j'en passe bien entendu. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous voulez savoir les effets de l'hypothermie sur un personnage, c'est dans le chapitre 1 que vous allez le savoir. Si vous voulez savoir n'importe quoi qui concerne le froid et vos personnages, c'est toujours dans le chapitre 1. C'est un chapitre de définition et de description. Très long à lire, mais combien intéressant pour causer des problèmes à vos joueurs. Ça, c'est vrai. Le chapitre 2, on y parle des races. Et les auteurs nous proposent des races du manuel du joueur, bien entendu, avec des variantes, dont la mention Ice ou Glacier. On a le Glacier Dwarf, le Ice Elf. Malgré que tous sont dessinés en blanc et que tous semblent exsangues, les auteurs ont réussi à caractériser ces races-là pour qu'ils deviennent assez intéressantes à jouer. En effet, les bonus ou malus que recevaient les races ont été changés pour refléter les conditions dans lesquelles ils vivent. Un exemple très simple, c'est le nain, qui est plus spécialiste de la pierre, mais de la glace, puis de ses variantes. Deux nouveautés que les auteurs proposent et qui tiennent la route en partie sont les Néandertaliens et les Uldra. Bon, les premiers sont des cousins éloignés des hommes, comme le nom l'évoque, mais de taille large et sauvage. C'est un peu difficile à faire jouer comme race, car ils ont tous les clichés que vous pouvez imaginer des hommes de Néandertal. Les deuxièmes, c'est des petites créatures bleues, des fées, et c'est tout. Le chapitre 3 concerne les classes de prestige. Elles sont spécialement créées pour les mondes froids et tendent à être intéressantes juste pour des personnages non joueurs. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'un milieu froid, leurs pouvoirs deviennent presque inefficaces. Et qui veut faire une campagne nécessairement juste dans un monde froid? Le chapitre 4 s'attarde à l'équipement en général. On y retrouve des armes exotiques, l'habillement pour lutter contre le froid, les moyens de transport, c'est du traîneau à chien au navire de glace, en passant par la conduite d'iceberg. Le chapitre 5 s'occupe de la magie, soit sous la forme de sorts ou encore d'objets magiques. Ce genre de chapitre m'intéresse plus ou moins, car Wizard of the Coast a fait paraître des centaines et des centaines de sorts au fil des ans dans ses suppléments, et encore plus d'objets magiques.
Je vois pas vraiment de raison de faire de commentaires sur ce chapitre. Malgré que je peux dire que parfois l'imagination des auteurs de Wizard est boiteuse. Le chapitre 6 est un bestiaire monstrueux des créatures du froid. Je trouve ça intéressant qu'un chapitre de la sorte se trouve dans ce livre, malgré qu'il y a eu 5 volumes du manuel des monstres. Euh, Ça augmente la spécialisation de Frostburn et montre que les auteurs ont vraiment voulu couvrir tous les aspects du monde d'un monde de glace. Le chapitre 7 est vraiment le chapitre le plus intéressant. On a le droit à 2 lieux avec leur complète description. Le premier est une petite forteresse construite par un magicien spécialiste du sort simulacre. Je vous raconte pas toute son histoire parce que je veux pas vous dévoiler toutes les punches, mais ce que je peux vous dire, c'est que son histoire est presque tragique. Bon, après s'être construit un fortin de glace avec de la glace bleue, c'est une sorte de glace métallique qu'on retrouve dans le livre. Euh, il s'est rendu compte que sa mort approchait. Euh, il voulait pas vraiment devenir un mort-vivant parce que ça l'intéressait pas. Il a décidé de construire une espèce de phylactère humanoïde pour transférer sa conscience et son âme pour atteindre une immortalité. Son expérience a mal tourné et il a été tué par ses créations. Donc, le temps passe, une tribu de néandertaliens vient s'installer dans les grottes sous le fortin. Le chef de la tribu trouve des objets magiques et commence à menacer les populations autour. C'est très vite résumé, mais je trouve ça très bien parce que tout est bien expliqué. Pas comme je viens de faire, par contre, excusez. Mais les auteurs ont très bien décrit et la description de ce lieu reprend les éléments des chapitres précédents. Ça tient la route et c'est tout ce que je demande. Tant mieux. Après le chapitre 7, on retrouve une annexe qui est constituée seulement que de tables, des tables de rencontres. J'ai lu sur rpg.net que ce n'était pas vraiment intéressant, malgré que ça constituait environ 10% du livre. Mais de mon point de vue, je trouve ça très intéressant parce que c'est des tables de rencontre. Ça met en lien les lieux. Donc, je donne un exemple. Quel genre d'ennemi peut se trouver dans les plaines glacées, dans les montagnes glacées, par rapport au niveau des personnages. Et bien entendu, la table propose des alternatives à des monstres qui se trouvent dans différents bestiaires. Extrêmement intéressant parce que ça montre que on peut aller piger à gauche et à droite à l'intérieur des livres de Wizard. Et donc, ce n'est pas un livre totalement fermé sur lui-même. Maintenant, mon appréciation. J'éprouve un sentiment partagé envers ce bouquin. Malgré que je suis passé par-dessus mes premiers remords d'achat impulsif assez vite, je me suis rendu compte que ce livre, c'est un bon achat. Je ne sais pas si c'est parce que je vis dans un pays nordique et que j'ai de la neige par-dessus la tête 8 mois par année, mais j'adore les aventures qui se déroulent en hiver. J'ai fait jouer Tatters of the King et j'ai fait jouer Beyond the Mountain of Madness pour l'appel de Cthulhu. Et ça a été mes aventures préférées malgré certains défauts. Donc, en général, c'est un bon livre qui mérite un détour. Si vous avez des envies de faire jouer en hiver, il y a quelques niveaux de l'enfer qui sont classés. Vous irez voir le Fiendish Codex 1. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire apparaître des banquises dans votre monde pour acheter ce bouquin-là.
C'est un bouquin hyper spécialisé qui fait en sorte que si vous décidez de jouer sur la glace, il faut y aller jusqu'à la fin. C'est malheureux, mais si vous décidez de développer vos personnages avec ce livre-là, ils pourront jamais quitter une banquise sans souffrir des effets de la chaleur. Eh bien, c'était ma 10e critique. J'espère qu'elle a été constructive pour vous. C'était un livre dont j'avais beaucoup de doutes à l'achat, mais qui malheureusement ou heureusement en vaut le détour. Eh bien, merci beaucoup. À la prochaine.